plus spécifiquement aux chercheurs, là, donc experts dans un domaine précis, bien souvent des professeurs d'université. Sur plusieurs années, c'est du financement qui peut atteindre là, facilement, qui peut atteindre quelques millions de dollars. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux, autant pour le chercheur que pour l'établissement. Sinon, quand une personne possède une chaire de recherche du Canada, quand une personne possède une chaire de recherche du Canada, son poste change avec le mot titulaire. Vous avez probablement déjà vu ça quand, par exemple, dans la signature de vos professeurs, titulaire, professeur titulaire, ça veut dire que cette personne-là possède une chaire de recherche. Puis, conformément à ça, il y a des échelles salariales un peu différentes. Puis, ça peut monter jusqu'à 200 000 $ par année. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux et qui est destiné à la recherche. Le but des chaires de recherche. Ça, c'est une citation qu'on trouve directement sur le site web du PCRC, qui, on se rappelle, est le Programme des chaires de recherche du Canada. Je vous la lis. Les titulaires de chaires de recherche visent à atteindre l'excellence en recherche. Ils aident les Canadiens à approfondir leurs connaissances, à améliorer leur qualité de vie et à renforcer la compétitivité du Canada sur la scène internationale. Ils contribuent, par ailleurs, à la formation de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés, en supervisant les étudiants, en enseignant et en coordonnant les travaux d'autres chercheurs. Donc, on comprend ici que, toujours selon le PCRC, le but des chaires de recherche, c'est d'atteindre l'excellence, rien de moins, en recherche, puis de mettre au premier plan le Canada et ses provinces sur la scène internationale. Dernière chose, comprenez que il y a un but qui touche nous, les étudiants, par la formation de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés, donc en principe les étudiants là, dans les institutions universitaires. C'est justement en partie par rapport à ça qu'on s'est senti interpellés. Nous autres, moi puis Louis-Joseph, on est des étudiants en biologie. Moi au baccalauréat, lui à la maîtrise à l'Université Laval. On s'est senti pas mal concernés par ça. Donc, le PCRC, le Programme des chaires de recherche du Canada, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un organisme gouvernemental qui existe depuis l'année 2000 et il regroupe 3 organismes subventionnaires. Les 3 organismes subventionnaires, c'est eux qui fournissent le financement pour financer les titulaires de chaires de recherche. Dans le fond, le PCRC, c'est un peu l'organisme qui chapeaute tout le processus, mais c'est pas lui qui fournit le financement. Oups, excusez, petit problème de PowerPoint. Donc, le PCRC, ça a un très bon but. Ça veut subventionner des programmes de recherche supplémentaires pour, comme Louis-Joseph a mentionné, c'est pour embellir la réputation du Canada à l'échelle internationale puis favoriser l'excellence en recherche. Par contre, il y a un problème avec l'administration courante du PCRC. Premièrement, en 2017, le PCRC a mis en place son plan d'action EDI. EDI, c'est pour équité, diversité, inclusion. L'objectif de ce programme-là était une meilleure représentation parmi les titulaires de chaires de recherche. Jusque-là, aucun problème. C'est un noble objectif parce que c'est vrai qu'en recherche, historiquement, on a observé des inégalités. Il y avait des gros problèmes de disproportionnalité entre les titulaires de chaires. Donc, c'est vrai que c'est une chose extrêmement bonne pour la société de vouloir régler ces problèmes-là. Jusqu'à date, il n'y a rien qui va mal. Par contre, pour atteindre ce but, le PCRC a eu recours à plusieurs mesures, incluant des quotas. Les 4 quotas qui existent présentement, ils sont ici. Les femmes, puis pourquoi il y a 2 petits astérisques, c'est parce que depuis 2021, dans le quota des femmes, sont inclus aussi les personnes en minorité de genre. Leur quota est de 50,9 %, les minorités visibles, 22 %, les autochtones, 4,9 % et les personnes handicapées, 7,5 %. L'affaire, c'est que si ces quotas-là ne sont pas respectés, aucun candidat ne faisant pas partie de ces minorités ne peut être sélectionné dans le processus de sélection pour l'octroi d'une chaire de recherche du Canada. C'est assez explicite dans cette citation-là qui sort tout droit du site web du Programme des chaires de recherche. C'est écrit « Un établissement qui rate la ou les cibles en matière d'équité à l'une des échéances précédant 2029 ne pourra soumettre une nouvelle mise en candidature que si la personne pressentie déclare faire partie d'un ou de plusieurs des 4 groupes désignés. »
Ça ne peut pas être plus explicite que ça. Donc, ça, c'est la réalité qu'on a présentement. Donc, résumé de la situation, si les quotas sont pas respectés, les gens de certains groupes, à cause de leur trait identitaire, sont d'emblée rejetés du processus. Ça, c'est pas en vigueur dans tous les établissements parce qu'il y a des établissements qui ont moins de 40 chaires. Vu qu'ils n'ont pas beaucoup de chaires selon les critères, ça vaut, selon le PCRC, ça vaut pas la peine d'imposer les quotas. Donc, les établissements qui ont plus de 40 chaires seulement sont concernés par ça. Donc, notre démarche, c'est une démarche qui est d'abord étudiante. Puis d'ailleurs, je lis la discussion. François et moi, on a oublié de se présenter. Les deux, on est étudiants en biologie. Moi, au deuxième cycle, à la maîtrise à l'Université Laval et François au premier cycle. Donc, que ce soit clair, c'est une initiative étudiante qu'on vous présente. Notre démarche. Donc, quand on a pris connaissance de ça, donc de l'exclusion de l'homme blanc dans certaines chaires de recherche, bien, on a rédigé une lettre ouverte qui était destinée une première fois au PCRC et à l'Université Laval en 2022. Et de cette lettre ouverte-là, il y a 6 associations étudiantes qui l'ont signée, ce qui est quand même assez bien, puisqu'on s'est limité dans nos démarches, on a fait très peu de réseautage, on s'est limité aux associations étudiantes qui étaient, disons, adjacentes aux nôtres, c'est-à-dire les associations en sciences et génie de l'Université Laval. Et cette lettre-là, les deux grandes lignes, en fait, là, c'était, on revendiquait l'abolition de la mesure de l'exclusion de l'homme blanc et son remplacement par des mesures plus progressistes qui vont s'adresser au problème d'EDI, donc équité, diversité, inclusion en profondeur. Cette lettre-là, ça nous a valu une bonne couverture médiatique, entre autres 3 entrevues télévisées, une dizaine d'articles dans différents médias, puis même des articles dans d'autres langues, en anglais et même en espagnol. Puis, comme je le mentionnais tantôt, l'objectif de cette lettre-là, c'était vraiment de dénoncer cette mesure d'exclusion, tout en revendiquant son remplacement là, par d'autres mesures plus progressistes qui permettraient là, d'avoir une meilleure équité, diversité, inclusion en recherche sans exclure personne. Notre démarche suite, et c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans le webinaire. On a rédigé une deuxième lettre qui est beaucoup plus large que la première. Donc, rappelez-vous, la première était adressée à l'Université Laval. Celle-ci est adressée au PCRC et elle vise une portée beaucoup plus grande là, que celle précédente auquel il y avait 6 associations signataires. Donc, c'est pour ça que dans le webinaire, on a invité les associations étudiantes de partout au Québec à nous joindre. On a également notifié les directions des hautes, les directions des universités, etc. Donc, une portée beaucoup plus large que celle précédente. Puis, la lettre est légèrement modifiée là, parce que on s'adresse au PCRC et non pas à une seule institution universitaire. On vous la présente ici en résumé. Donc, évidemment, c'est un résumé, hein, c'est une synthèse. C'est beaucoup plus détaillé dans la lettre en tant que telle qu'on va vous inviter à consulter plus tard, mais on vous présente la lettre en résumé telle quelle. Donc, ce que nous on dit, c'est que la mesure d'exclusion de l'homme blanc et le fonctionnement par quota, c'est une mesure qui est très réductrice. Hein? On va réduire les personnes à leur sexe, leur couleur de peau, leur genre, etc. Ça ne nous approche pas du tout du but de traiter les candidatures prioritairement en fonction de leurs compétences et ça renforce l'idée que la discrimination est un jeu en somme nulle. En fait, ce point-là, c'est pour dire que l'excellence puis la rigueur scientifique par l'approche de cible, de quota, c'est des caractéristiques qui passent en second, alors que ça devrait être quelque chose qui est prioritaire conformément au but des champs de recherche. Point 2. Cette mesure contredit explicitement le principe d'équité mis de l'avant par le PCRC. Citation. L'élimination des préjugés et des obstacles systémiques de manière à favoriser un traitement juste et équitable et de sorte que toutes les personnes jouissent du même accès au programme et puissent en tirer les mêmes avantages. Donc, d'un côté, on a le PCRC qui prône une égalité des chances pour les candidatures, puis, et là, je le relis, là, jouissent du même accès au programme et puissent en tirer les mêmes avantages. Donc, d'un côté, on a le PCRC qui prône ça. Et d'un autre côté, on a ce même organisme-là, le PCRC, qui encourage des concours là, où on exclut des candidats selon leur sexe,
leur genre, leur couleur de peau. Donc, comprenez que c'est quand même assez contradictoire. Troisième point. Cette mesure ne corrige pas le problème de DI qu'on observe. C'est une mesure de surface qui néglige d'autres groupes qui pourraient subir de la discrimination et les mêmes controversés. En gros, ce point-là, c'est tout simplement de se dire que pour l'instant, il y a 4 groupes qui sont ciblés par le PCRC, c'est-à-dire les femmes, les autochtones, les personnes en situation de handicap et les minorités visibles. Par contre, il y a d'autres groupes qui, historiquement, ont subi de la discrimination et qui ne sont pas pour autant ciblés par les mesures du PCRC. Donc, on pourrait penser, par exemple, aux personnes issues des LGBTQ+. On pourrait parler de l'agisme aussi. Je sais qu'il y a des gens en médecine dans la salle. Donc, l'agisme en médecine spécialisée, ça a été longtemps un problème. On peut penser aux francophones dans les autres provinces. Bref, il y a d'autres groupes qui ont été historiquement discriminés, qui ne sont pas pour autant ciblés par le programme. Autre chose, les cibles à atteindre, les quotas à atteindre, sont basés sur la démographie de l'ensemble du Canada. Par contre, cette démographie-là n'est pas nécessairement adaptée aux réalités des régions et de chaque province. Donc, par exemple, pour la cible en ce qui a trait aux minorités visibles, c'est les mêmes cibles en région, par exemple à Rimouski versus Toronto. Puis à Rimouski, le pourcentage de personnes de minorités visibles dans le bassin de population, c'est 2%. À Toronto, c'est 57%. Donc, les universités des grandes villes ont un peu de facto un avantage par rapport à certains critères. Ce qui nous a été confirmé par rapport à la situation du Québec, et ça nous a été confirmé par le scientifique en chef du Québec, c'est que en lien avec la cible à atteindre en ce qui a trait aux personnes autochtones, il n'y a pas assez d'expertise dans la province du Québec comparativement à d'autres provinces, ce qui fait que on ne peut pas, ou du moins c'est très difficile d'atteindre ce quota-là. Puis toutes les personnes qui sont qualifiées sont sursollicitées par les établissements. Donc, de facto, au Québec, ces cibles-là sont beaucoup plus difficiles à respecter. Point 4. Cette mesure n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif d'une meilleure représentation. J'en dis pas plus que ça, comme on va vous l'expliquer plus en détail plus tard. Point 5. Certaines universités dénoncent déjà ce genre de pratique à travers ce qu'on appelle le tokenisme. Le tokenisme, c'est un anglicisme là, où token, ça signifie jeton. Puis c'est en fait c'est un peu en lien avec le point 1. C'est que on va réduire les personnes qui appliquent à des jetons. Puis on va se dire, j'ai besoin de tel jeton de telle couleur pour avoir un jeton de chaque dans mon jeu. Si on veut, c'est ça. C'est vulgarisé, mais c'est ça au final. Puis, selon des témoignages qu'on va vous présenter plus tard, c'est une mesure qui a plutôt un effet désincitatif au dépôt de candidature et donc ça encourage pas plutôt le fait de travailler avec des quotas, ça encourage pas les personnes issues des groupes ciblés de déposer leur candidature, c'est plutôt l'effet inverse. Et dernier point, le point 6, c'est que le fait de travailler avec des quotas, des cibles, en fait, la décision du gouvernement fédéral et du PCRC de travailler avec des quotas, ça vient d'une plainte qui a été faite par une personne, qui est le professeur Amir Attaran de l'Université d'Ottawa, qui mentionnait dans sa plainte avoir été discriminé pour l'obtention d'une chaire de recherche de mémoire en fonction de son origine. Pourtant, cette personne-là était titulaire d'une chaire de recherche depuis 10 ans, soit la durée maximale permise par son établissement, qui est l'Université d'Ottawa. Donc, la plainte qui a mené à la décision d'imposer des critères, à nos yeux, elle est discutable. C'est faux d'affirmer que cette personne-là a été discriminée en fonction de son origine alors qu'elle était déjà titulaire depuis plus de 10 ans. Donc, c'est discutable. Avant de passer à la prochaine diapositive, j'ai vu dans le chat, il y avait 2 questions. On préfère que vous posiez les questions à la fin du webinaire, mais pour l'instant, vu qu'on ne l'avait pas mentionné, je peux bien y répondre, là. Premièrement, il y avait quelqu'un qui demandait si on pouvait réexpliquer le point numéro 2. Ben, c'est tout simplement que sur le site web du PCRC, on peut trouver cette définition-là, qui est entre guillemets ici, là. On trouve cette définition-là qui veut que tout le monde, peu importe leur origine, peu importe leur groupe de population, bénéficie des mêmes chances, d'une égalité des chances dans le processus. Mais après ça, on vient exclure
des personnes d'emblée au début du processus. Donc, ces deux choses-là nous paraissent contradictoires. Et deuxième question qu'on a vu passer, là, que notre modérateur nous a pointé, ces quotas-là qu'on vous a montré tantôt, pardonnez-moi, c'est sûr que c'est pas les quotas qu'on voit présentement, c'est les quotas qui sont imposés pour 2029. Parce qu'il faut dire qu'en 2019, 2022, 2025, 2027, dans ces 4 années-là, il y avait des cibles intermédiaires que les institutions eux-mêmes devaient mettre en place pour, au final, de manière échelonnée, atteindre ces quotas-là que vous voyez à l'écran en 2029. Fait que voilà, c'était juste pour préciser, mais les prochaines questions, si vous pouviez les garder pour la fin, ça serait grandement apprécié. Donc, on est rendu ici. Fait qu'en conclusion de notre lettre, on a 2 revendications. On veut faire pression sur le PCRC pour, premièrement, qu'il abolisse ce critère-là d'exclusion de l'homme blanc en cas de quotas non respectés. Et deuxièmement, on veut que ça soit remplacé par d'autres mesures plus progressistes dans un but d'amélioration de la représentation de tous les groupes sous-représentés. Le but, c'est pas juste que ce soit des hommes blancs outrés qui chialent. Le but, c'est qu'on comprend qu'il y a des problématiques autres. Fait qu'on veut solutionner toutes les problématiques. On veut solutionner la discrimination de tout le monde, pas juste des hommes blancs. Les hommes blancs, ça vaut pas plus que n'importe qui d'autre. Ça, c'est quelque chose, c'est une des lignes directrices très importantes de notre lettre. Ensuite, dans notre lettre, en plus des 6 points que Louis-Joseph vient de vous présenter, on a 3 annexes. Première de ces annexes-là, on a 4 pistes de solutions qu'on propose pour le PCRC. Encore une fois, notre but, c'est pas juste de chialer. Notre but, c'est aussi de proposer des pistes de solutions alternatives pour que ce soit constructif. Premièrement, les candidatures anonymes. On comprend que là, il y en a de moins en moins des gens dans les comités de sélection. Il y en a moins que historiquement des gens qui ont des gros préjugés conscients, qui ont vraiment des problèmes. Il y a moins de problèmes de racisme, mais par contre, quelque chose qui subsiste encore et toujours aujourd'hui, et qui est indéniable, c'est les préjugés inconscients. Mais les candidatures anonymes, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de préjugés inconscients parce qu'il n'y a aucune caractéristique des candidats qui pourraient être retenus en lisant leur nom ou en lisant n'importe quelle autre information. Si c'est anonyme, c'est certain qu'on ne peut pas avoir de préjugés inconscients. On peut les fonder sur rien. C'est certain que là, si quelqu'un est vraiment mal intentionné dans le comité de sélection, peut aller regarder sur Internet, mais ça fait déjà une étape de plus à faire que ce n'est pas tout le monde qui va faire. Puis là, on ne pense pas que c'est tant de gens que ça qui sont mal intentionnés. Donc, les gens bien intentionnés, ils ne vont pas avoir le réflexe d'aller voir sur Internet. Il n'y aurait pas de raison de le faire. Surtout qu'on va en parler plus tard, mais c'est à cause du PCRC, les institutions sont tenues d'inclure un représentant EDI dans le comité de sélection. Donc, si c'est supervisé par un représentant EDI, ça réduit encore plus les chances. Ça, c'est une mesure qui est déjà en place, by the way, le représentant EDI. Candidature anonyme, ça, c'est ce qu'on propose. Deuxièmement, les mesures d'adaptation non demandées. Ça va un petit peu de pair avec la première proposition parce que le PCRC tient vraiment à le faire savoir auprès des candidats que les gens qui auront besoin de mesures d'adaptation, on parle ici des personnes en situation de handicap, les mesures d'adaptation vont être fournies à ces gens-là. Sauf que nous autres, ce qu'on pense, c'est que de base, dans leur candidature, les personnes handicapées ne devraient même pas le mentionner qu'ils ont besoin de mesures d'adaptation. Encore une fois, ça viendrait neutraliser les biens inconscients reliés à ça. Il ne peut pas avoir de négatif à ça. Mais c'est certain qu'une fois, s'ils sont pris, ou une fois dans l'entrevue ou qu'il y a plusieurs étapes du processus déjà faites, mais c'est sûr que là, à un moment donné, on va falloir qu'on ne peut pas le cacher éternellement que ces gens-là ont besoin de mesures d'adaptation, mais en tout cas, ça vient corriger une bonne partie du problème, puis les mesures d'adaptation vont leur être fournies de toute façon. Troisièmement, liste exhaustive des organismes où diffuser les annonces. Présentement, il faut savoir que sur le site web du PCRC, il y a une liste non exhaustive de plusieurs organismes, des organismes ou des congrès de gens des groupes sous-représentés qui sont mentionnés. C'est conseillé par le PCRC de publier auprès de ces organismes et congrès-là les annonces de poste. Comme ça augmente la visibilité des annonces de poste chez les groupes sous-représentés. C'est une bonne chose. Sauf que nous autres, ce qu'on pense, c'est que le PCRC devrait faire une liste exhaustive et devrait rendre obligatoire de publier les annonces de poste dans un nombre fixe de ces organismes-là. Par exemple, là, je vous dis un chiffre au hasard, mais vous devez publier les annonces de poste dans 10 de ces organismes-là impérativement. Ça pourrait déjà augmenter le nombre de candidatures reçues. Quatrièmement, prolongement de la période de mise en candidature. Ça, c'est qu'il y a certains groupes sous-représentés
qui ont tendance à hésiter un petit peu avant d'appliquer. Ils sont pas sûrs, ils ont peur d'être rejetés ou tout simplement pour des différences culturelles. On sait qu'en Amérique du Nord, on est beaucoup pressé. C'est pas tous les gens à travers le monde qui ont la même notion de presse que les Nord-Américains. Fait que si on prolonge les périodes de mise en candidature, il pourrait avoir des effets bénéfiques, c'est certain. Présentement, la période de mise en candidature du PCRC est de 30 jours. On ne sait pas exactement si ça serait bon de l'augmenter, mais c'est certain qu'il faut que le PCRC se penche là-dessus. Comme on mentionne ici dans le titre de la diapositive, c'est des pistes de solutions qu'on propose. C'est pas des solutions absolues. On n'a pas la science infuse, surtout qu'on est des étudiants à temps plein. On n'a pas de... C'est le PCRC qui paye des gens. Il y a des employés payés pour faire ce genre de recherche-là. Nous autres, on propose des solutions pour orienter leur recherche. D'autres, on pense que ça pourrait aider à solutionner le problème. Ensuite, une autre chose qu'on a inclus dans notre lettre, puis ça, c'est très important, c'est une déclaration de non-partisanerie. Dans notre processus, à date, dans notre démarche, quand les articles que Louis-Joseph vous parlait tantôt ont été publiés dans les médias, on s'est fait approcher. On a eu 2 opportunités devant nous de faire des sorties publiques avec des partis politiques. On les a toutes les 2 refusées parce qu'on s'est dit, les démarches qu'on est en train de prendre, on veut qu'ils augmentent en ampleur, on veut les grossir, on veut répandre notre idéologie. C'est pas une bonne chose d'être partisan. Mais avec cette déclaration-là que je vais vous lire, la présence des auteurs de cette lettre ou des signataires dans quelque entrevue ou publication que ce soit sera non partisane en ce qui a trait à tout enjeu politique autre que l'enjeu faisant l'objet de la présente lettre. Donc, on dit explicitement que oui, ça se peut qu'on parle à des gens que si on ne sait pas, on pourrait avoir l'air d'avoir un parti pris, mais avec cette déclaration-là, ça vient tout nous disculper de ça parce que c'est vraiment très important pour nous d'être non partisans. Maintenant, parlons du plan d'action EDI de 2017 pris par le PCRC. Ça vient de ce plan d'action-là, l'idée des quotas, mais il faut savoir que c'est pas juste du négatif que le PCRC a mis en place en 2017 dans son plan d'action. Il y a eu aussi beaucoup de positifs, puis on va vous donner des exemples. Premièrement, en mai 2017, c'est là que le plan d'action a été mis en place. Il y a aussi un guide des pratiques exemplaires de recrutement, d'embauche et de maintien en poste qui vise à favoriser l'EDI, qui a été fourni aux établissements. Ce n'est pas des choses qui sont de nature obligatoire, c'est plutôt des guidelines, mais c'est déjà une bonne chose que ça a été fourni à tous les établissements. Puis ces guidelines-là contenaient, par exemple, que les institutions pourraient établir un processus en bonne et due forme par lequel l'établissement gère les plaintes en matière EDI. Ça, c'est une des nombreuses mesures proposées dans le guide des pratiques exemplaires de recrutement. Mais ensuite, il n'y a pas juste un guide qui a été rédigé, il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place de manière obligatoire, comme par exemple en novembre 2017, à partir de novembre 2017, les établissements sont obligés d'offrir 2 formations. Pas une, mais bien 2. Une sur l'importance de l'EDI et la deuxième sur les effets des préjugés inconscients. Tous les comités de sélection doivent suivre cette formation-là. C'est une bonne mesure. On est d'accord avec ça. C'est une excellente idée que le PCRC a mise en place. Ensuite, les annonces de poste doivent encourager la candidature des 4 groupes sous-représentés. Il faut que ça soit écrit dans l'annonce de poste. Et jusqu'à maintenant, c'est écrit. Encore une fois, c'est une bonne mesure, ça, qui a été mise en place. Les annonces de poste doivent être écrites en écriture inclusive, impartiale et non genrée. Encore une fois, on n'a rien à dire de négatif là-dessus. Le comité de sélection doit obligatoirement avoir un représentant des groupes sous-représentés. Comme je vous avais brièvement mentionné tout à l'heure, il doit avoir un représentant EDI dans le comité de sélection. Ensuite, il y en a d'autres. Le comité d'embauche doit justifier la décision de ne pas retenir une personne des groupes sous-représentés. Cette justification-là doit être approuvée par un membre du comité expert en EDI. Encore une fois, rien à redire. Il y a un prix remis chaque année aux établissements qui effectuent des changements substantiels pour ce qui est de tenir compte de l'EDI. Ensuite, une dernière, parce que là, la liste pourrait être encore longue, mais on n'a pas éternellement de temps pour vous présenter les mesures du PCRC. Dernièrement, il y a la participation et la promotion du Gender Summit de novembre 2017 qui a été faite. Donc, tout ça pour dire que le PCRC, c'est faux, que c'est juste du négatif. Ils ont aussi rendu obligatoire plusieurs bonnes mesures. La seule chose qu'on leur reproche, c'est la présence de quotas. D'ailleurs, de 2017 à 2019, l'exclusion de l'homme blanc n'était pas encore obligatoire. Le respect obligatoire des quotas n'a commencé qu'en 2019.
Par contre, de 2017 à 2019, c'est un des éléments du guide des bonnes pratiques de recrutement, comme de la diapositive précédente, qui a mentionné que c'était recommandé de faire ça. Mais ce n'était pas obligatoire. Maintenant, sachant qu'en 2017, il y a tant de mesures qui ont été mises en place, on aurait pu s'attendre à ce que le nombre de candidatures, premièrement, des membres des groupes surreprésentés augmente. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Ça, c'est un graphique qu'on a tiré du site web du PCRC. On voit clairement, là, en 2017, faites une ligne imaginaire, là, à partir de 2017, on voit qu'il y a une tendance à la hausse pour les candidatures de femmes, des minorités racisées, des personnes en situation de handicap. Et les Autochtones, c'est un petit peu moins clair, mais on pourrait inférer sur le graphique qu'il y a une certaine tendance. Donc, on voit, là, c'est clair. À partir de 2017, les mesures prises par le PCRC, son plan d'action EDI, semblent avoir été efficaces pour augmenter le nombre de candidatures des groupes surreprésentés. On rappelle que de 2017 à 2019, 2019 c'est ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, de cette période-là, l'exclusion de certains groupes parce qu'ils étaient surreprésentés n'était pas encore obligatoire. Donc, ça nous met la puce à l'oreille comme quoi peut-être qu'on n'a pas besoin que ça soit obligatoire pour qu'on voit des bons effets positifs se faire ressentir. Maintenant, on peut se poser une question subséquente par rapport à ce graphique-là. OK, c'est bien beau, on a plus de candidatures, on reçoit plus de candidatures des groupes visés, mais est-ce que le nombre de chaires de recherche octroyées aux gens des groupes surreprésentés, est-ce que cet effet-là se transpose dans le nombre de chaires octroyées aux personnes des groupes surreprésentés? Eh bien, on a un deuxième graphique pour vous. Celui-là, on ne l'a pas trouvé sur le site web du PCRC. C'est nous autres qui l'avons fait, le graphique, à partir de données qu'on a trouvées sur le site du PCRC. On voit clairement que, là, ici, la ligne pointillée, c'est en 2017, c'est l'élaboration du plan d'action EDI, et la deuxième ligne pointillée, c'est en décembre 2019. C'est pour ça que vous le voyez aussi peu avant 2020, c'est parce que c'est en réalité décembre 2019. C'est là que l'exclusion obligatoire de l'homme blanc a commencé. Autrement dit, c'est là que les quotas, le caractère obligatoire des quotas s'est fait ressentir. On voit que la tendance à augmenter le nombre de chaires de recherche octroyées aux gens des groupes sous-représentés a commencé à augmenter avant la mise en place de quotas. C'est sûr que là, on observe une période de latence après la première ligne pointillée. On saurait pas pour vraiment, on n'a pas de science infuse là-dessus, encore une fois. On n'a pas de confirmation sur c'est pour quelle raison qu'on observe ça. Mais c'est pas surprenant dans le sens que après qu'une règle se fasse mettre en place, on peut toujours s'attendre à ce qu'il y ait une période d'adaptation, que les règles soient vraiment mises en vigueur de la bonne manière. C'est rien de surprenant. Mais on voit clairement que l'augmentation du nombre de candidatures retenues des groupes surreprésentés a commencé avant 2019. D'ailleurs, fait intéressant, encore une fois, on ne peut pas confirmer aucune cause, on ne peut pas confirmer de causalité ici, mais c'est assez drôle de voir qu'au moment précis où les quotas sont devenus obligatoires, on a eu une baisse de chaires de recherche attribuée aux gens des groupes surreprésentés. On voit clairement le bris de tendance à partir de la deuxième ligne pointillée. On ne peut pas savoir pourquoi. On ne peut pas confirmer nos doutes, mais tout à l'heure, on va vous présenter des témoignages qui viennent des gens des groupes surreprésentés, comme quoi les quotas ont un effet désincitatif à appliquer, comme quoi ça a un effet désincitatif à aller de l'avant pour essayer d'avoir un poste. C'est peut-être ça qui se ressent ici. On ne peut pas confirmer, mais c'est une des hypothèses qu'on peut faire. Bon, ici, c'est des témoignages qu'on a ajoutés en annexe dans notre lettre. Pour les deux premiers, c'est des témoignages qui sont tirés directement du plan d'action EDI de l'Université Laval, donc notre université à moi et François. Et le troisième témoignage, je vais y revenir là, quand on va faire la lecture. Je vous les lis. Il y en a que quand elles ont vu ça, et quand elles ont vu que c'était un concours préférentiel, elles ont dit « Moi, je n'applique pas ». Elles n'avaient pas envie de se faire dire qu'elles l'avaient eu en parlant de la chaire de recherche parce qu'elles sont des femmes. Témoignage d'une femme minorité visible. Deuxième point, je n'ai pas postulé sur les CRC, chaire de recherche du Canada, parce que je ne voulais pas qu'on me dise que je l'avais eu à cause de la couleur de ma peau. Femme, minorité visible, témoignage qui va dans le même sens du premier. Troisième témoignage, c'est très maladroit. Je comprends très bien que des personnes du groupe majoritaire soient scandalisées par ce type de pratique.
Ça monte les groupes les uns contre les autres. Ça encourage la haine, ça va trop loin. Femmes, minorités visibles. Donc, 3 témoignages qui vont dans le même sens que les démarches de François et moi. Puis là, on vous présente juste 3 témoignages parce que c'est ces 3-là qu'on a mis dans notre lettre en annexe 2. Mais en réalité, on a nous-mêmes recueilli plusieurs témoignages de des membres des groupes sous-représentés. Pas juste des gens de notre entourage qu'on savait très bien ce qu'ils allaient nous répondre. Là, on est allé voir des gens qu'on connaissait pas. Ils nous ont donné vraiment beaucoup de témoignages semblables à ça. D'ailleurs, une petite précision sur le 3e témoignage. C'est pas n'importe qui l'a dit. Il s'agit de Yasmina Chouakri, qui est aujourd'hui la directrice du RAFIC. Le RAFIC, ça, c'est le réseau d'action pour l'équité des femmes immigrées et racisées du Québec. À l'époque qu'elle a dit cette citation-là, elle n'était pas encore directrice, elle était coordonnatrice du RAFIC. Puis aussi, elle l'a dit en son propre nom et non en le nom de son organisme. Mais c'est quand même quelque chose d'important à souligner parce que c'est une femme engagée dans les causes des groupes sous-représentés. Puis elle dit ça. Nous autres, à notre sens, ça vaut quelque chose. Aussi, comme je vous disais, on a recueilli plusieurs témoignages par nous-mêmes. On ne peut pas tous vous les présenter, mais on en a beaucoup. On était même supposé, là, on s'est fait un peu bloquer par la grève des professeurs de l'Université Laval, mais on était en train de parler avec une titulaire de chaire de recherche de l'Université Laval pour qu'elle vienne avec nous présenter dans notre webinaire son propre ressenti par rapport à ça. On trouvait que ça aurait fait un ajout intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu à cause de la grève, mais il ne faut pas croire que ce que nous autres on dit, juste parce qu'on est 2 hommes blancs, qu'on représente juste les hommes blancs, c'est absolument pas vrai. Parce qu'il y a énormément de monde qui font partie des groupes sous-représentés dans la société qui partagent les mêmes avis que nous. On en est 100% convaincus. Voilà. Juste un petit point sur la pertinence des quotas. Nous autres, vous l'avez compris, on ne trouve pas que c'est pertinent de mettre des quotas. Ça, c'est un tableau qui vient du site web du PCRC. On voit ici la cible pour décembre 2029, 22% pour les minorités visibles, les personnes racisées. Bien, on voit qu'en septembre 2022, les personnes racisées représentent 24,9% de tous les titulaires de chaires de recherche pour le programme des chaires de recherche au complet. On ne parle pas ici d'un établissement, on parle de la somme de tous les établissements. Parce que oui, il y a encore des établissements où les personnes racisées sont en minorité. Ben, pas en minorité, c'est-à-dire, mais plutôt sont sous-représentées. Mais globalement, à travers le programme des chaires de recherche du Canada, les personnes racisées sont présentement un groupe surreprésenté. C'est la réalité. Est-ce qu'on voit un problème par rapport à ça? Pas du tout. Par contre, selon le principe même des quotas, principe qui veut que si on ne respecte pas 100% au pourcentage près la démographie, c'est inéquitable. Selon le principe même des quotas, mis de l'avant par le PCRC, c'est ça. Tant on voit clairement ici, là, les personnes racisées sont surreprésentées puis il n'y en a pas de problème. Donc, ça remet en question la pertinence des quotas. Deuxième exemple qui va dans le même sens, c'est un exemple plus local pour la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval. Selon une étude sur l'implication des femmes faite par l'Acadel, la population étudiante de la Faculté de sciences et génie à l'Université Laval, le bassin de population, c'est à 25,9% des femmes. Par contre, dans les lieux décisionnels de la Faculté de sciences et génie, c'est 40,8% des femmes. Les lieux décisionnels, ça, c'est les gens impliqués dans une association, les gens dans un comité exécutif, dans un conseil d'administration, etc. On voit clairement, les femmes sont surreprésentées dans les lieux décisionnels dans la Faculté de sciences et génie. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. C'est juste comme ça. Ça donne de même. Il peut y avoir diverses raisons qui font en sorte que c'est pas pile la démographie qui est représentée, mais qu'il y a des différences de pourcentage. Et c'est pas un problème. Donc, si on pense que c'est pas un problème pour les femmes, ni pour les minorités visibles, ni pour aucun groupe, ça ne devrait pas l'être non plus pour les hommes blancs. Petit bémol. C'est certain que si on était dans une situation où c'était 90% des hommes blancs, 10% tout le reste, là, c'est certain qu'il faudrait faire de quoi, là. Puis même à ça, même quand, d'après moi, il n'y a pas de limite à vouloir être plus inclusif, là. Être inclusif, même dans une situation que, présentement, c'est pas le cas. On n'est pas dans une situation 90-10, mais les mesures qui favorisent le DI sont encore pertinentes aujourd'hui. Mais dans le sens, si on est dans une situation où les quotas sont pas pertinents, pour cette raison-là que je viens de vous expliquer, on devrait tout simplement pas les utiliser, les quotas. Ça, c'est un de nos points, ça. Maintenant, en dernière annexe de notre lettre, on vous présente une motion à l'Assemblée nationale qui a été proposée par Pascal Derry
qui est la ministre là, de l'Enseignement supérieur. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi une motion, c'est une prise de position par l'Assemblée nationale, là, qui est notre assemblée, qui est l'endroit où siègent là, les députés du Québec. Je vous la lis. Que l'Assemblée nationale exprime son inquiétude face à l'exclusion de certaines candidatures à l'obtention des chaires de recherche du Canada sur la base des critères qui ne sont pas liés à la compétence. Qu'elle rappelle que la promotion d'une plus grande représentativité des groupes cibles sous-représentés doit toujours s'effectuer dans une logique de compétences égales. Qu'elle dénonce l'ingérence du gouvernement fédéral qui finance des programmes de chaires de recherche selon certains critères qui ne reflètent pas la spécificité du Québec. Et cette motion-là, elle a été approuvée à l'unanimité par les 4 partis qui siègent à l'Assemblée nationale. Vous les connaissez, mais je vous les nomme. Donc, il y a la Coalition Avenir Québec, il y a le Parti québécois, il y a Québec solidaire et il y a le Parti libéral du Québec. Ces 4 partis-là ont soutenu à l'unanimité cette motion-là. Maintenant, pour la fin du webinaire, on arrive à la fin puis on est on va être content de répondre à vos questions. C'est un sujet à débat, on le sait, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Je les lis dans le chat en même temps, j'ai hâte d'y répondre, mais pas tout de suite. Donc, on termine là-dessus. Portez le message dans vos instances, que vous soyez d'accord ou non, distribuez notre message, encouragez les discussions. Nous, on vous encourage à nous soutenir. Ça peut se faire via, entre autres, le conseil exécutif de vos associations étudiantes, entre autres par l'approbation ou par la proposition d'une position dans votre cahier de position. Ou si c'est pas possible, vous pouvez le faire en AG extraordinaire ou ordinaire. Puis les associations étudiantes qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant, la plupart ils ont procédé de cette façon-là. Donc d'abord par leur conseil exécutif. Et s'il n'y a pas de position assez claire pour approuver ou non notre mouvement, bien on peut passer par une AG pour en discuter. Ça, comme Louis-Joseph vous a dit, c'est des choses qui se font. On en a eu des associations qui ont signé notre première lettre. Il y en a la majorité a passé par conseil exécutif juste en se basant sur leur cahier de position. Il y en a qui ont fait des assemblées générales spécialement pour ça. Puis c'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font. Ici, je vous ai juste mis ça parce que je trouvais ça intéressant, là. Ce petit encadré-là à gauche on a trouvé ça sur le site web de l'Université Laval. C'est les 6 valeurs les plus importantes de cette institution-là. J'imagine c'est des valeurs qui sont partagées par une grande majorité de la communauté universitaire du Québec. Premièrement, on voit la 3e valeur ici, c'est le courage. Parce que là, ce qu'on est en train de vous demander, c'est qu'on va vous partager notre lettre, on va vous inciter à débattre au sein de vos instances, à savoir si vous voulez signer notre lettre ou pas, si votre association veut signer ou pas. Ça consiste à une prise de position. Une prise de position, c'est pas quelque chose à faire à la légère, c'est quelque chose quand même, ce qui prend du courage. Donc, les 6 valeurs ici que l'Université Laval juge qui sont les plus importantes dans le milieu universitaire, on a le courage. On vous incite à vous inspirer de ça. Ensuite, la 5e valeur, on a l'inclusion. Exclure un groupe pour essayer d'inclure un autre groupe, mais en réalité, c'est pas ça la vraie exclusion. Donc, fondons-nous sur les valeurs qu'on partage avec la communauté universitaire pour discuter, pour débattre de ce que nous, on propose. Puis enfin, bien, on vous invite à déjà prendre connaissance de la version longue de notre lettre. Nous, on vous l'a résumé. Puis, évidemment, on vous invite à la signer, mais avant ça, à en discuter dans vos instances. Signer notre lettre, n'importe quelle organisation ayant un lien avec le milieu universitaire et ou la recherche, et évidemment qui se sent interpellé là, par cette problématique-là. C'est toutes des organisations qui sont les bienvenues à signer notre lettre, donc associations étudiantes, regroupement de professeurs, institutions d'enseignement, partis politiques, etc. Comment faire pour accéder à cette fameuse lettre-là? Parce que là, on vous l'a présenté beaucoup, on a parlé de plusieurs aspects de l'enjeu. Comment vous allez pouvoir faire pour y accéder à la lettre, pour lire exactement c'est quoi ce texte-là? Rendez-vous sur le site web inclusioncrc.com. Notez ça sur votre téléphone, sur un petit bout de papier. Faites-le dès maintenant pour être sûr de ne pas l'oublier. Vous allez pouvoir aussi accéder au PowerPoint qu'on est en train de vous présenter.
Vous allez pouvoir accéder à la rediffusion du webinaire. Là, j'ai malheureusement oublié de commencer d'enregistrer au tout début, mais on va juste manquer les 3 premières minutes. C'est pas très grave. Puis plus important, le formulaire de signature. Si jamais votre association ou votre organisation décide qu'on embarque, on signe votre lettre, il va falloir remplir le formulaire de signature. Vous pouvez trouver cet élément-là sur le site web. Donc, inclusioncrc.com, notez ça maintenant. Vous allez pouvoir trouver ces 4 documents-là, ces 4 éléments. Donc, on termine juste sur une phrase qui résume pas mal notre vision. Une phrase qui a été dite par mon cher collègue Louis-Joseph. Un pays où l'équité, la diversité et l'inclusion sont extrêmement importants, mais où la compétence et l'expertise priment. Parce que dans une situation à compétence égale, il n'y a aucun problème à favoriser quelqu'un d'un groupe sous-représenté selon nous. Il n'y en a absolument aucun problème à ça. C'est juste que la chose qui devrait être regardée en premier, c'est vraiment la compétence, l'expertise, l'expérience, etc. Et là, d'ailleurs, je fais juste, là, on va passer à la période de questions bientôt, mais je vais juste planifier une question qu'une personne d'entre vous au moins va avoir le goût de nous poser parce qu'à chaque fois qu'on fait des présentations en lien avec cet enjeu-là, on se la fait poser cette fameuse question-là. C'est, trouvez-vous pas ça ironique que vous deux, vous êtes 2 hommes blancs et vous essayez de vous mener un tel dossier comme ça? C'est un peu ironique. Ben, on se l'est fait dire vraiment souvent, mais comme je vous ai dit tantôt, quand on vous parlait des témoignages, c'est certainement pas seulement des hommes blancs qui sont représentés parce que nous, on est en train de vous montrer, de vous présenter. D'ailleurs, on a eu plusieurs collaborateurs parmi les 6 associations étudiantes qui ont signé la première version de notre lettre il y a quelques mois. Il y en a 2 qui étaient présidées par des femmes. Il y a beaucoup de gens avec qui on a parlé, qu'on s'est entretenu, des gens d'importance c'est des femmes, des gens des minorités visibles, peu importe. Qu'on est en train de vous dire là, c'est pas quelque chose c'est pas des valeurs partagées seulement par les hommes blancs, c'est partagé, ça fait beaucoup, c'est très populaire cette école de pensée-là parmi la population générale. Donc, on est fin prêt. Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre implication. C'est maintenant l'heure pour les questions. Pour nous contacter, si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires après qu'on ait fermé le Zoom, écrivez à l'adresse suivante communication@inclusioncrc.com ou si vous voulez, vous pouvez nous contacter sur nos adresses courriel ULaval aussi. Donc, je vous le rappelle, site web inclusioncrc.com. inclusioncrc.com. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées de contact là-dessus aussi. Donc, on est prêt à prendre vos questions.